Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir deux délégations. La première est une délégation qui nous vient du Québec et je voudrais que l'on salue Madame la Présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Madame Nathalie Roy. Et nous avons également la chance d'avoir une délégation qui nous vient du Sénégal, conduite par Monsieur Abdoul Kadir Sonko, président du groupe d'amitié Sénégal-France. Merci beaucoup. Alors, l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Je vous remercie de faire silence pour que je puisse donner la parole à Monsieur Christophe Nejlen pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, je vous alertais sur la situation du groupe Astil-Flash qui menace de fermer leur site de Cleury dans les Vosges. Une semaine après, deux constats. Premier constat, ce sont 96 salariés abattus par une décision injuste que j'ai rencontrés et qui ont manifesté leur incompréhension et leur légitime colère jeudi dernier, mais qui, par fidélité pour leurs clients, ont repris le travail dès le lendemain. Le deuxième constat, c'est un PDG, Nicolas Denis, qui ne prend même pas la peine de se déplacer. C'est la présence sur place de deux fossoyeurs, le directeur France et le DRH, qui ont fait preuve d'un comportement hautain et d'un irrespect frappant envers les élus et les salariés à qui ils ont projeté uniquement 4 petites slides, résumant ainsi leur volonté de ruiner leur vie. Monsieur le Premier ministre, vous parlez quotidiennement de réindustrialisation. De plus, vous venez dans les Vosges ce vendredi, dans le cadre d'un comité interministériel aux ruralités. Et dans le même temps, nous avons le groupe Astil-Flash, propriété du chinois USI, fournisseur de notre industrie de défense et de sécurité, qui licencie sans réelle raison 96 emplois dans une commune de 650 habitants. Monsieur le Premier ministre, deux questions. Vous engagez-vous ou l'un de vos membres à venir sur place vendredi rencontrer les salariés? Vous engagez-vous aussi à une mobilisation complète de votre gouvernement afin de faire pression sur la maison mère USI, fournisseur de l'État, et sur le groupe Astil-Flash afin de maintenir l'activité et les emplois à Cleury? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie et de l'Énergie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Nejlen. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre engagement pour le tissu industriel vosgien. Effectivement, nous avons appris avec surprise et même avec stupéfaction l'annonce de la fermeture sur le site de Cleury de l'entreprise Astil-Flash qui produit aujourd'hui des cartes électroniques pour le médical et des balises ARVA. Cette annonce, vous l'avez dit, a été faite de manière brutale. Et aujourd'hui, les salariés sont sous le choc, ainsi que leurs familles. Face à cette situation, nous allons demander des explications à l'actionnaire, nous allons demander des explications à la direction sur les motivations et aussi sur les solutions industrielles qui peuvent être trouvées pour ce site et pour l'entreprise. Ensuite, si la décision venait à être maintenue, je peux vous garantir de l'absolue mobilisation de l'ensemble du gouvernement sur plusieurs aspects. D'abord, s'assurer que la qualité du plan social est à la hauteur. Ensuite, trouver des solutions de reclassement pour l'ensemble des salariés sur un périmètre qui corresponde au bassin d'emploi. Car on le sait, partir loin, ça n'est pas acceptable lorsqu'on a une famille. Ensuite, discuter sur la revitalisation du site. Et sur ce sujet, si d'aventure la décision venait à être confirmée pour les 96 salariés et pour le périmètre, eh bien la préfète des Vosges serait chargée de négocier cette convention de revitalisation. Mais nous allons d'abord, je veux vous le dire, Monsieur le député, chercher des solutions industrielles comme nous avons l'habitude de le faire systématiquement sur ce genre de dossier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre. Deux points.
Pouvez-vous, vous-même ou l'un des membres du gouvernement, venir vendredi sur site, étant donné que vous êtes dans les Vosges? Et deuxième point, nous avons besoin impératif de maintenir ces emplois à Cleury, dans les Vosges. Merci beaucoup, mon cher collègue. Je donne la parole à présent à Monsieur Gaëtan Dussaucé pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, dans quelques heures, le conclave sur les retraites prendra fin. Si au Rassemblement national, nous sommes attachés au dialogue social, force est de constater que ce conclave s'est transformé en un véritable dialogue de sourds. Où est le dialogue quand des organisations syndicales comme patronales ont claqué la porte des discussions? Où est le dialogue quand, dès les premiers jours du conclave, on contraint les échanges à la non-remise en cause de la retraite à 64 ans? 90% des Français sont insatisfaits de la réforme des retraites, ce n'est pas votre problème. 55% des députés de cette Assemblée ont été élus sur la promesse de son abrogation. Ce n'est toujours pas votre problème. Ce n'est pas votre problème car en réalité, l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite a toujours été au cœur du projet de la Macronie. Pour Édouard Philippe, c'est la retraite à 67 ans. Pour les députés macronistes, c'est la retraite à 65 ans. Je vous propose donc un petit exercice de mémoire. Qui disait le 25 avril 2019, j'ouvre les guillemets, tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ça serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Réponse, c'est Emmanuel Macron. La France est le 5e pays de l'UE avec le plus fort taux de chômage. Dans notre pays, 1 jeune sur 6 est au chômage. Ce à quoi les Français assistent en réalité, ce n'est plus un débat entre macronistes, mais un véritable bal d'hypocrites. Alors vivement la réforme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Notre réforme, elle abroge la retraite à 64 ans. Notre réforme, elle met le paquet sur les carrières longues, sur toutes ces femmes, sur tous ces hommes qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui ont cotisé, croyez-moi, bien plus longtemps que n'importe quel parlementaire sur ces bancs. Sur tous ces Français qui, de la scierie à l'usine, de la ferme au chantier, usent leurs mains, usent leur tête, usent leur corps pour produire et créer de la richesse. Notre réforme, c'est une réforme de justice. Elle fait le choix d'une jeunesse au travail et la récompense comme elle le mérite. Elle rend enfin aux Français les 2 années volées en réalité par la Macronie. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, cesserez-vous de chercher à gagner du temps et quand abrogerez-vous la retraite à 64 ans? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Gaëtan Dussaucé, Monsieur le député, vous rappelez qu'au mois de février dernier, le Premier ministre a souhaité effectivement confier aux partenaires sociaux un travail qui soit un travail autour de notre système de retraite, un travail qui se passe dans une négociation extrêmement importante avec un élément important qui était la capacité à partir de données factuelles. Ces données factuelles, c'était le rapport de la Cour des comptes remis par le Premier président. Depuis, une mission d'accompagnement dirigée par Jean-Jacques Marette a fait ce travail. Je voudrais souligner l'engagement des partenaires sociaux, le MEDEF, la CPME, mais également la CFDT, la CFTC qui se sont engagés comme la CFE-CGC qui depuis travaillent, plus de 6 réunions de travail, des négociations depuis le 5 juin. Au moment où nous nous parlons, rien n'est encore acté. C'est la raison pour laquelle je ne me prononcerai pas sur l'état des travaux. Mais je vous dirai une chose, Monsieur le député, c'est que ce que vous convoquez, à savoir l'usure, c'est précisément ce sur quoi l'ensemble des partenaires sociaux est en train de travailler. Parce qu'effectivement, il est logique de regarder l'usure professionnelle, tout comme il est logique de regarder la place des femmes dans le monde du travail. Mais nous ne devons pas oublier que depuis 2019, un autre élément est arrivé dans notre pays, c'est le retour au plein emploi, c'est évidemment le besoin de main-d'œuvre. Oui, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un enjeu. Tout comme la démographie de ce pays est un enjeu, nous avons besoin d'actifs dans notre pays. Nous ne produisons pas sans les femmes et les hommes mobilisés pour l'activité dans notre pays. C'est aussi un enjeu absolument majeur et c'est cela qu'il faut travailler, le respect de celles et ceux qui ont fait leur carrière et le futur de l'économie du pays. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Caroline Yadan pour le groupe Ensemble pour la République.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Il est des nuits où le courage cesse d'être une option, mais devient un devoir. Vendredi dernier, Israël a mené des frappes ciblées contre la République islamique d'Iran pour l'empêcher de franchir un point de non-retour vers l'arme nucléaire. Quelques heures plus tard, Téhéran ripostait avec l'objectif assumé de faire un maximum de victimes civiles. Ce faisant, Israël, en état de légitime défense, cible un régime islamiste, théocratique, sanguinaire, qui arme le Hamas, finance le Hezbollah, punit son peuple, torture ses opposants, oppresse les femmes et détient toujours 2 otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Alors que chacun devrait soutenir la seule démocratie de la région dans ce combat, ici même, une secte antisémite déguisée en parti politique, située à l'extrême gauche de cet hémicycle, lèche les bottes des mollahs, tandis que leur mascotte, porte-parole du Hamas, organise une croisière pseudo-humanitaire dont le seul but est d'afficher sa haine des Juifs et d'Israël. Israël n'est pas le problème, il est le rempart et son combat est le nôtre. Affronter un fascisme islamiste global, une idéologie de mort qui a aussi sévi à Toulouse et au Bataclan. Monsieur le ministre, ma question est double. 1. Face aux tirs de missiles incessants à destination d'Israël et de nos concitoyens français, quel dispositif comptez-vous mettre en place afin d'assurer leur rapatriement immédiat comme la France le fait pour tous les pays en guerre et comme d'autres pays l'ont déjà fait? Pouvez-vous réaffirmer par ailleurs que la France se tient indubitablement aux côtés d'Israël face à cette menace existentielle? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Yadan, face à l'escalade militaire au Proche-Orient, notre priorité, c'est la sécurité de nos ressortissants et de nos agents. Et je veux avoir une pensée pour nos agents à Tel Aviv, à Jérusalem, à Téhéran, qui exercent leur mission aux côtés de nos compatriotes dans des conditions extrêmement difficiles et tendues. Alors il y a des pays qui ont décidé d'évacuer leurs agents. Ce n'est pas le choix que nous avons fait à ce stade. Nos agents sont à leur poste, c'est leur honneur, ils restent aux côtés des communautés françaises. Ceci étant dit, vendredi, nous avons pris contact avec nos ressortissants en Israël pour leur transmettre les consignes de sécurité et nous avons appelé les Français de passage en Israël à s'inscrire sur le fil d'Ariane pour pouvoir être informés en temps réel de ces consignes. Nous avons ouvert une ligne téléphonique accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous avons ouvert une cellule d'écoute psychologique au service de nos ressortissants et nous avons réuni hier les chefs d'îlots, c'est-à-dire les Françaises et les Français responsables en Israël de la sécurité d'une partie du territoire. Ce matin, j'ai réuni les ambassades des pays concernés et les services de l'État au centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères et j'ai décidé de renforcer les effectifs de la cellule d'écoute ou en tout cas de la ligne téléphonique d'urgence pour améliorer les conditions de prise en charge. J'ai décidé que nous puissions clarifier les voies de sortie terrestre d'Israël vers la Jordanie, au nord vers Amman ou au sud vers Aqaba ou en Égypte vers Sharm el-Sheikh où les ressortissants qui le peuvent et qui le souhaitent peuvent prendre des billets d'avion et regagner le territoire national. Nous avons malheureusement connu des situations similaires par le passé. Soyez assurés que nos agents sont pleinement mobilisés pour apporter une réponse adaptée à chacun. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Boris Vallaud, président du groupe socialiste. Monsieur le Premier ministre, en janvier dernier, par écrit et devant la représentation nationale, vous preniez l'engagement de remettre en chantier la réforme des retraites en autorisant des discussions sans tabou, pas même sur l'âge de la retraite, c'était vos mots. Le dialogue social a été convoqué, nous faisons confiance au dialogue social. Vous preniez un autre engagement, celui d'un retour au Parlement, d'un dépôt d'un projet de loi
qui permettent, après le dialogue social, au débat parlementaire, là aussi sans tabou, de s'exprimer autant sur l'âge de départ que sur les conditions de l'équilibre financier auquel nous sommes attachés dès lors que ce ne sont pas toujours sur les mêmes que pèse la charge des équilibres de la sécurité sociale. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons que vous teniez l'engagement que vous aviez pris, qu'il y ait un accord global et qu'il n'y ait pas des partenaires sociaux, que le dernier mot revienne au Parlement. Monsieur le Premier ministre, déposerez-vous avant la trêve estivale un projet de loi du gouvernement en ce sens, autorisant les parlementaires à faire leur travail de parlementaires et remplir les conditions pour lesquelles ils ont été élus? Accepterez-vous que nous en parlions durant la session extraordinaire, et nous sommes prêts d'ailleurs à le prolonger pour avoir le débat que les Français attendent? Si vous ne le faisiez pas, Monsieur le Premier ministre, vous vous exposeriez, vous vous en doutez, à la censure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Allez, chut, un peu de silence. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Boris Vallaud. Vous déformez légèrement mes propos, mais je vais essayer de les corriger de la manière la plus explicite. Lorsque ce gouvernement a été formé, j'ai fait l'observation devant l'Assemblée nationale qu'au moment de l'adoption de la réforme des retraites, controversée avec des manifestations qu'avait conduit le gouvernement d'Elisabeth Borne, un très grand nombre des partenaires sociaux avaient dit cette réforme est améliorable. On aurait dû organiser sans doute des négociations et des contacts. Pour que la réforme soit améliorée. Elle a été soumise au Parlement, je le rappelle, et il y a eu son adoption. Et à dater de cet instant, j'ai avancé l'idée et proposé que les partenaires sociaux, autour de la même table, se saisissent de cette réforme des retraites pour, s'ils se mettent d'accord, l'améliorer. Je crois qu'il y a des marges d'entente, je crois qu'il y a un chemin pour que représentants des entreprises et représentants des salariés trouvent un accord. Cette négociation est en cours à l'heure où nous parlons. Est-ce qu'il y aura un accord ou est-ce qu'il n'y en aura pas? C'est ce que nous découvrirons à la sortie. Et j'ai dit que s'il y avait un accord, il serait soumis au Parlement. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura évidemment pas, j'ai dit à la première minute, inutile d'agiter les doigts inutilement, je dis que s'il n'y a pas d'accord, c'est la réforme telle qu'elle a été adoptée qui s'appliquera. C'est ce que j'ai dit ici, sans changer. Allez, s'il vous plaît, un peu de silence. Mon souhait, et je comprends bien que ce n'est pas le vôtre, mon souhait, c'est qu'il y ait un accord. Mon souhait, c'est que s'entendent les partenaires sociaux autour d'un certain nombre de règles et de principes. La principale de ces règles et de ces principes étant le retour à l'équilibre de notre régime de retraite. Et le Conseil d'orientation des retraites, après la Cour des comptes, ont donné la dimension des efforts qu'il y a à faire. Je respecterai intégralement les déclarations que j'ai faites et l'engagement que j'ai pris. S'il y a accord, il y aura débat au Parlement, mais je ne remettrai pas en chantier s'il n'y a pas d'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce que l'on souhaite, c'est que le Premier ministre tienne ses engagements pris devant la représentation nationale d'un retour au Parlement, qu'il ait un accord global ou pas. Ce sont les mots que vous avez posés sur le papier. C'est-à-dire que vous devez faire la même confiance au dialogue social et au débat parlementaire. Nous sommes la souveraineté nationale. Respectez vos engagements ou les conséquences en seront pour vous et pour votre gouvernement ce qu'elles doivent être malheureusement pour vous. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président Vallot, est-ce que je puis vous rappeler un certain nombre de règles parlementaires? Si un nouveau texte est soumis au Parlement, je rappelle qu'il y a des dispositions dans notre droit qui empêchent le Parlement de dégrader l'équilibre budgétaire du système de retraite. C'est l'article 40. Et je dis de manière certaine que nous ne laisserons pas dégrader l'avenir du système de retraite. Mais ce que je souhaite, quant à moi, c'est qu'aujourd'hui ou un peu plus tard, il y ait accord des partenaires sociaux. Ça ferait faire un pas décisif à la société française. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Madame Alma Dufour pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, 1 an et demi que Macron promet la reconnaissance de l'État palestinien sans agir. Mais il ne l'aura pas fallu un jour pour proposer de soutenir militairement Israël, car chasser le soutien inconditionnel, il revient au galop. Pourtant, quel que soit ce que l'on pense du régime de Khamenei, que l'on a toujours condamné, le droit international est clair. L'Iran est l'agressé et Israël l'agresseur. Comme le rappelle l'ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, Monsieur Barrot, c'est la première fois que la diplomatie française confond guerre préventive et droit à se défendre. À ce stade, il est urgent que vous changiez de métier. Netanyahou a tué 408 personnes en Iran. Il est aussi responsable, et je le dis, de la mort de 13 citoyens israéliens. Je l'assume, c'est sa responsabilité. Ni Netanyahou, ni Khamenei, et l'appel du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Car quand des jeunes sont pendus à l'aube, le régime des mollahs est le seul responsable. Mais quand des hôpitaux sont bombardés et que des enfants meurent sous les décombres, c'est Netanyahou qui les a tués. Depuis 4 jours, un balai de négationnistes se précipite sur les plateaux pour dire qu'il faudrait remercier le gouvernement israélien qui affame 2 millions de personnes enfermées, qui s'acharne sur les Gazaouis tellement fort que leurs restes tiennent dans des sacs plastiques. Plutôt mourir! Quel esprit malade peut encore croire que la démocratie se cache dans ce gouvernement? Il y a 20 ans, des propagandistes de votre genre squattaient déjà les plateaux télé et vociféraient qu'il fallait soutenir l'invasion de l'Irak par les États-Unis au nom des armes de destruction massive qui n'existaient pas plus alors que la bombe atomique iranienne n'existe aujourd'hui. Et ce sont les services américains qui le disent. C'est l'honneur de la France d'avoir refusé de tacher ses mains du sang de millions de morts d'Irakiens qui ont suivi. Aujourd'hui, vous voulez précipiter des centaines de millions de personnes dans l'abîme. Vous nous faites honte. Votre gouvernement est transitoire. Le siège de la France au Conseil des Nations Unies est permanent. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, la première de toutes les choses, c'est que nous n'avons ni soutenu ni participé à ces opérations israéliennes. Et depuis les premières heures, nous appelons à la retenue, à la désescalade, à la préservation des civils, à l'arrêt des frappes de toutes parts. Parce que nous considérons qu'il n'y a pas de solution militaire au problème du nucléaire iranien. Ça n'est pas une déclaration qui date d'hier ou d'avant-hier. Nous le disons depuis des mois et des années avec régularité et avec constance. Maintenant, Madame la députée, vous vous faites l'avocat du régime iranien. Faut-il rappeler, Madame la députée, que le régime iranien dispose de capacités nucléaires et balistiques susceptibles de toucher le territoire européen? Faut-il rappeler que le régime iranien a soutenu tous les groupes terroristes, qu'il s'est félicité de l'attentat du 7 octobre suite auquel 50 de nos compatriotes ont perdu la vie? Faut-il rappeler que le régime iranien a livré des centaines de missiles et des milliers de drones à la Russie, qui encore hier soir a agressé l'Ukraine avec une violence et une cruauté sans limite? Faut-il rappeler que le régime iranien retient otage nos 2 compatriotes, Cécile Kohler, Jacques Paris, dans des conditions indignes, assimilables à de la torture? Tout cela, Madame la députée, tout cela
Tout cela, on peut très bien le dire, tout en ne détournant pas le regard de ce qui se passe à Gaza. Il y a eu aujourd'hui 51 Palestiniens affamés cherchant à venir s'approvisionner en aide alimentaire qui ont été tués par les tirs des forces israéliennes. C'est inadmissible, c'est inqualifiable et nous continuerons de le dénoncer. Merci beaucoup. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Madame Chikirou, s'il vous plaît, je vais donner la parole à l'orateur suivant. Si jamais votre groupe pouvait se taire, j'en serais ravie pour donner la parole à Madame Julie Lernoès pour le groupe écologiste et social. Madame Lernouche. Madame Lernouche. Alors, est-ce que le groupe écologiste peut poser une question? Merci Madame Chikirou. Madame Lernouche, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Cet hiver, le froid frappait nos concitoyens vivant dans les 5,2 millions de passoires énergétiques de notre pays. Cet été, ce sont les canicules qui frapperont des familles, des enfants, des personnes âgées enfermées dans des fours thermiques. Il n'y a pourtant pas de fatalité à cela. Cela s'appelle la rénovation des logements. Un pilier de la justice climatique, énergétique et sociale, un moteur de notre activité économique locale. Une solution éprouvée. La rénovation énergétique, c'est 700 € d'économie par an. C'est 2 à 4 tonnes de CO2 économisées par an et par logement. Et cette politique publique a besoin de constance, d'engagement dans le temps. Pour celles et ceux qui souhaitent engager des travaux pour la filière économique pour sortir des fossiles. Comme nous l'avons dit et répété dans plusieurs rapports parlementaires, c'est l'inverse à ce à quoi nous assistons. L'annonce de la suspension brutale de ma prime Rénov' a plongé tout le monde dans l'incertitude. Finalement, face à l'absurdité de cette décision, vous reculez. Ce matin, votre collègue Madame Létard nous a réunis. Nous la remercions pour cette volonté de dialogue, mais à ce stade, nous ne sommes pas rassurés. Et pour cause, vous limitez le dispositif au seul monogeste et vous voulez réviser le DPE pour faire disparaître artificiellement les passoires thermiques chauffées à l'électricité. On ne rénove pas, on reclasse, on triche avec des rustines de court terme. Et pour boucler la boucle, l'opacité budgétaire demeure. Aucune trajectoire pluriannuelle claire. Cette impréparation explique en partie la situation actuelle. Vous vous êtes laissé dépasser par la réussite du dispositif pour les rénovations globales. Monsieur le ministre, on ne combat pas les passoires thermiques et l'emballement climatique avec des feuilles Excel et des logiques d'ajustement de courte vue. Maîtriser nos consommations d'énergie, c'est maîtriser nos dépenses publiques. Quand allez-vous enfin aligner les moyens financiers aux objectifs climatiques et sociaux fixés dans la loi? Je vous remercie Madame la députée. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Julie Lernoès, je suis d'accord avec une bonne partie de ce que vous avez dit et je vais préciser les choses. Oui, la rénovation thermique des logements est un impératif écologique, c'est un impératif aussi de confort pour nos concitoyens, qu'il s'agisse de l'hiver ou de l'été. Et puis, par ailleurs, c'est une activité importante pour nos artisans et les entreprises de bâtiments et de travaux publics. Il n'en demeure pas moins qu'à la suite du retard pris parce que nous n'avions pas de budget en début d'année, et de l'afflux de demandes couplé à une augmentation des fraudes, nous avons dû procéder à des ajustements dans les processus et nous devons adapter le dispositif pour limiter les fraudes. Raison pour laquelle nous avons décidé, avec la ministre du Logement Valérie Létard, de suspendre, et peut-être plus tôt que prévu, mais en tout cas avant la fin du mois de juillet, le processus, de façon à ce qu'on puisse remettre les choses en ordre et qu'on les reprenne le plus vite possible à la rentrée. Dans un souci d'apaisement et dans le dialogue avec les différents partenaires, nous avons décidé que cette suspension ne frapperait ni les copropriétés ni les monogestes, ce qui permet à nos compatriotes qui veulent changer leur chaudière, mettre une pompe à chaleur, de le faire, y compris pendant les mois d'été. Nous allons mettre à profit cette période pour remettre les processus en fonctionnement, de façon à ce que ça puisse repartir sur l'ensemble du spectre à la rentrée. Je veux préciser que ce n'est pas une mesure budgétaire, que les 3,6 milliards d'euros engagés dans le budget qui a été voté, qui a été approuvé, qui a été mis en place
par le gouvernement ne sont pas remis en cause et j'espère vivement qu'ils seront utilisés parce que ce sont de bonnes choses et des dépenses utiles. Enfin, sur la pluriannualité de la dépense, on a quelques limites dans nos procédures, comme vous savez, mais le fait qu'on s'engage dans la durée sur ces processus qui améliorent la transition écologique, nous y sommes favorables. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame Lernoux. Excusez-moi, Monsieur le Ministre, mais les stop and go et les annonces, et notamment sur les rénovations globales qui sont les plus performantes et qui laissent ceux qui sont en précarité énergétique ne pas rénover leur logement, est une aberration et il faudra y remédier dans le temps. Merci, Madame Lernoux. Merci. La parole est à Monsieur Lionel Tivoli pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Garde des Sceaux. Monsieur le Ministre, il y a quelques semaines, 2 surveillants de la maison d'arrêt de Grasse ont été violemment agressés lors d'un simple changement de cellule. 2 agents blessés pour avoir simplement fait leur travail. Pendant ce temps, vos annonces s'enchaînent. Expulsion des détenus étrangers, retour de l'autorité, fermeté. Mais la réalité est bien différente. Sur le terrain, c'est l'abandon. Je me suis rendu à 3 reprises à la maison d'arrêt de Grasse. À 3 reprises, les agents m'ont dit la même chose. Manque de moyens, manque de reconnaissance et surtout une ultra-violence qui monte chaque jour. La maison d'arrêt de Grasse compte 721 détenus pour 574 places. Alors que les effectifs sont à bout, les détenus profitent d'activités dignes d'un centre de vacances. Funambulisme, vélo, terrain de foot, cuisine professionnelle pour faire des ateliers Top-Chef. Le contraste entre vos propos et la réalité est saisissant. Pendant que les détenus cuisinent ou jouent au foot, les surveillants, eux, disposent d'une salle de repos avec une serviette en guise de rideau et un micro-ondes qui ne fonctionne pas. Le comble, 5 détenus ont récemment bénéficié d'une sortie au parc national du Mercantour avec une nuit dans un gîte encadré par seulement 3 surveillants. 3 agents mobilisés à l'extérieur ont surveillé 5 détenus ultra-violents. Et tout cela pendant que des millions de Français n'ont même pas les moyens de s'offrir une telle escapade. La suite, hélas, est déjà écrite. 27 surveillants vont partir en juillet sans aucun remplacement prévu. À Grasse comme ailleurs, la situation devient ingérable. Monsieur le ministre, vous avez dit la prison n'est pas le Club Med, mais aujourd'hui elle y ressemble, pendant que ceux qui la font tenir sont épuisés, méprisés, oubliés. Alors je vous le demande, quand vos annonces seront-elles enfin suivies des faits? Quand allez-vous remettre du bon sens et de l'autorité dans nos prisons? Et surtout, quand allez-vous respecter et protéger nos surveillants pénitentiaires? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, on peut se retrouver sur le nécessaire bon sens et fermeté dans les centres de détention de la République française. C'est tellement vrai que j'ai été le garde des Sceaux, sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, à proposer une loi narcotrafic avec Monsieur le ministre de l'Intérieur, validée par le Conseil constitutionnel, qui permet un régime carcéral extrêmement important et qui a été voté de vous jusqu'au Parti socialiste, qui montre qu'on n'avait pas besoin du Rassemblement national pour voter ce texte. C'est un fait. Deuxièmement, Monsieur le député, j'ai pris moi-même pour la première fois une instruction pour demander en effet d'arrêter un certain nombre de pratiques dans les prisons. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit mentir, Monsieur le député, à la représentation nationale. Vous évoquez, y compris sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez fait à l'instant, une sortie dans un gîte la nuit au Mercantour pour des agents, des détenus qui seraient particulièrement dangereux. D'abord, il s'agit de personnes qui étaient en fin de peine. Je voudrais juste vous signifier, Monsieur le député, qu'il s'agissait pour ces détenus de faire des centaines de mètres de dénivelé afin de travailler au projet de renaturation du lac du Suclos, monter les engins de chantier. Ça passe loin, Monsieur le député, une sortie ludique au Mercantour. Ça s'appelle du travail. Et à moins que vous soyez l'ennemi du travail comme votre programme économique, vous devriez vous en féliciter que les détenus contribuent au travail d'insertion et au travail pour l'intérêt général. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Bien écoutez, Monsieur le ministre, merci pour cette brochure. Je vous propose de venir l'afficher dans la salle de repos des surveillants pénitentiaires à côté de ce qui leur sert de rideau. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Ce n'est pas une brochure, Monsieur le député, c'est de l'administration pénitentiaire. Je l'ai trouvé où, Monsieur le député? À la maison d'arrêt de Grasse. Vous choisissez bien différemment les gens que vous soutenez. Je propose que vous souteniez tout le ministère de la Justice, y compris les magistrats que vous attaquez souvent nommément pour toutes les décisions honteuses que parfois vous êtes en train de combattre.
Monsieur le député, quand on soutient les agents du ministère de la Justice, on les soutient complètement. Vous êtes manifestement beaucoup plus volatile quand vous discutez sur les réseaux sociaux que lorsque vous parlez dans la représentation nationale. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent Madame Christelle Dintorni pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. 20 ans que notre procédure pénale complexifie, ralentit, réduit l'efficacité des enquêtes, démultiplie les vices de procédure qui profitent toujours aux délinquants et découragent les enquêteurs. Plus de la moitié d'une garde à vue est consacrée à remplir des formulaires plutôt qu'à faire avancer des enquêtes. Il y a 10 ans déjà, des milliers de policiers manifestaient place Vendôme pour réclamer une simplification. 10 ans plus tard, vous leur offrez un relooking administratif. Pas une ligne en moins, pas une formalité simplifiée, rien. Alors merci. Merci pour cette future réédition du Code de procédure pénale. Merci pour les quelques 60 000 OPJ de la police, comme de la gendarmerie, ignorés, qui, j'en suis sûre, trépignent déjà d'impatience à l'idée de refaire tout leur logiciel et de multiplier les formations pour une réforme pénale cosmétique. Car pendant que votre gouvernement déplace des virgules, les voyous, eux, continuent de s'armer, de recruter et d'imposer leurs lois. Vous nous promettez un État qui tape fort. Alors un État qui tape fort peut-être, mais dans le vide. Alors, Monsieur le garde des Sceaux, ma question est la suivante. Quelles mesures concrètes comptez-vous adopter pour que les 45 heures hebdomadaires des enquêteurs ne consistent plus à cocher des cases, mais bien à protéger les Français? La procédure pénale n'a pas besoin d'un toilettage à droit constant, mais d'une simplification réelle pour une justice réactive, lisible et surtout efficace. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, on peut être d'accord sur la simplification de la procédure pénale. Il se trouve qu'en tant que garde des Sceaux, j'applique le texte que vous avez voté, Madame la députée. Vous avez voté le texte proposé par Monsieur Éric Dupond-Moretti qui prévoit à droit constant la simplification du Code de procédure pénale. 3 ans de travail avec des policiers, des gendarmes, des magistrats qui participent. Et vous, Madame Torny, vous l'avez voté. Donc moi, en tant que ministre, j'applique ce que vous avez voté. Qu'il s'agisse ensuite de simplifier la procédure, c'est ce que je propose dans les propositions que j'évoque avec Monsieur le Premier ministre pour la rentrée. Suppression du sursis, fin d'aménagement des peines, simplification pour les juges des libertés de la détention, simplification pour les OPJ, simplification bien sûr pour l'ensemble de la chaîne pénale. Ça, c'est le texte de demain que j'espère que vous soutiendrez. Mais pour l'instant, j'applique le texte que vous et que Monsieur Ciotti d'ailleurs a voté. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Je pense, Monsieur le ministre, que vous n'avez pas très bien compris ma question. Et pour autant, Monsieur le ministre, je suis très étonnée par cette réponse, puisque vous disiez exactement les propos de ma question il y a quelques mois lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Non, Madame la députée, je suis totalement d'accord avec moi-même puisque je vous propose un nouveau texte de simplification de procédure pénale. Mais je n'étais pas député au moment où Monsieur Dupond-Moretti a proposé ce texte. Vous avez voté, vous ne me contrariez pas non plus. Vous, Monsieur Ciotti et une immense partie de cet hémicycle, la révision de la procédure pénale à droit constant. Et d'ailleurs, Madame la Présidente de l'Assemblée, Monsieur le Président du Sénat ont envoyé des parlementaires de toutes les couleurs politiques qui participent à ces travaux. Donc j'ai un peu du mal à comprendre ce que vous me dites. J'applique la loi de la République. Par ailleurs, je propose des mesures de simplification que j'en suis certain vous soutiendrez. Mais avouez que c'est un petit peu bizarre de reprocher à un ministre d'appliquer les textes que vous-même vous avez soutenus. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Allez, la parole est à présent Madame Agnès Firmin-Lebaudot pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le ministre, le 12 juin dernier, un arrêté du Conseil d'État validant le schéma environnemental directeur de la région Île-de-France a suscité inquiétude, interrogation des élus normands, des acteurs économiques, du monde maritime. Ce schéma, en fait, ne fait aucune allusion à la ligne nouvelle Paris-Normandie. Voulu par Nicolas Sarkozy en 2009, validé par toutes les majorités qui se sont suivies jusque-là, validé dans la LOM que nous avons, pour une majeure partie d'entre nous, voté en 2019,
la non, j'allais dire, inscription de ce projet sur ce schéma inquiète. Ce projet est d'envergure nationale puisqu'il s'insère complètement dans la transition écologique de notre pays. Il va permettre d'améliorer le transport à la fois des Franciliens et des Normands pour aller jusqu'au Havre et jusqu'à Cherbourg. Il va permettre, et il devrait permettre, d'évacuer par fret ferroviaire les containers qui embarquent ou qui arrivent au Havre. 85% des containers sont évacués par la route. Ça n'est absolument pas possible, alors que nous défendons, et que vous venez de défendre, Monsieur le Ministre, à Nice, j'allais dire, la décarbonation du secteur maritime. Donc les containers arrivent par mode décarboné et on les évacue sur des camions. Monsieur le Ministre, j'ai 3 questions simples. La première, merci de lever l'interprétation qui a fait que ce projet était abandonné. La deuxième, confirmez-vous l'engagement de l'État auprès de la SNCF et des élus pour développer ce projet de LNPN qui est nécessaire? Et la troisième, présidez-vous le 1er juillet le conseil de pilotage auprès du préfet Castel pour assurer que l'État s'engage vraiment aux côtés de tous les acteurs? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Philippe Tabarot, ministre en charge des Transports. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre Firmin Lebaudot, la ligne nouvelle Paris-Normandie demeure un projet d'intérêt national majeur. Et je le réaffirme. Vous le savez, elle répondra aux besoins croissants de mobilité entre Paris, l'Île-de-France, la Normandie, le long de la vallée de la Seine. Elle améliorera significativement à la fois la régularité, à la fois la capacité, à la fois la rapidité des liaisons ferroviaires. Alors, après les difficultés rencontrées lors de la concertation du printemps dernier, avec le Premier ministre, nous avons souhaité renouveler la méthode et la gouvernance de ce projet. La nomination du préfet Castel, nouveau délégué interministériel, est le premier jalon de cette nouvelle approche. Il est pleinement à sa tâche et a d'ores et déjà rencontré l'ensemble des élus concernés. Aussi, le 1er juillet prochain, aux confins des 2 régions, à Giverny, je présiderai un comité de pilotage élargi avec l'ensemble des parties prenantes, les élus de Normandie, les élus d'Île-de-France, représentants des intercommunalités, des instances économiques des 2 régions. Notre collègue Sophie Primas, ainsi qu'Édouard Philippe, Valérie Pécresse et Hervé Morin y participeront notamment. Ce comité de pilotage constituera un 2e jalon de ce nouveau départ de la ligne Paris-Normandie. Il sera l'occasion de présenter les pistes envisagées en termes de gouvernance, en termes de méthode, pour redonner au projet un sens qui soit commun, un sens partagé répondant aux besoins actualisés des territoires. Notre objectif est clair, rechercher ensemble les tracés à moindre impact à travers un dialogue renouvelé dans le respect de chaque territoire, non pas les uns contre les autres, mais tous ensemble dans une démarche collaborative. Vous le voyez, l'État est totalement mobilisé aux côtés des élus pour que ce projet aboutisse enfin. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Merci de présider cette réunion le 1er juillet. Et nul doute que les conclusions seront importantes. Il est urgent d'agir. Depuis 2009, Nicolas Sarkozy a lancé ce projet, je vous le rappelle. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Pierre Bripétiche pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à la veille du 18 juin, quelle est la voix de la France ? Il y a quelques jours, 200 avions de chasse israéliens ont frappé des cibles iraniennes impliquées dans le programme d'enrichissement nucléaire. Qu'une chose soit bien claire, la poursuite de ce programme par l'Iran est une menace existentielle pour Israël et sa population. L'Iran, nous le savons, est un acteur de déstabilisation régionale. L'Iran triche en continuant d'augmenter sa production enrichie, à ce qu'a démontré le dernier rapport de l'AIEA. Sous le quinquennat de François Hollande, de longues négociations avaient été engagées par Laurent Fabius pour s'assurer que l'Iran ne puisse accéder à l'arme nucléaire. Donald Trump a déchiré, brisé cet accord, permettant à l'Iran de poursuivre tranquillement son programme nucléaire. De nouvelles négociations, si imparfaites soient-elles, étaient en cours. Si j'ai rappelé ce contexte, nous ne pouvons pour autant ni légitimer l'usage de la force, ni la fuite en avant de Benyamin Netanyahou en Iran, mais aussi en Syrie, au Liban et à Gaza. Pour l'équilibre d'une région déjà instable, pour l'équilibre d'un monde en ébullition, la communauté internationale, si elle existe encore, doit se ressaisir
exiger une désescalade, exiger un cessez-le-feu pour éviter toute attaque contre les populations civiles, tant en Iran qu'en Israël. Nous demandons de manière urgente un retour à la table des négociations. Monsieur le Premier ministre, comment la France, son gouvernement, avec ses partenaires européens et ceux du G7, peuvent-ils faire pression pour revenir à un règlement du conflit dans le cadre diplomatique, pour créer les conditions d'un cessez-le-feu, pour mettre en place les conditions d'un nouvel accord sur le nucléaire iranien? Je vous le redemande, quelle est la voix de la France la veille du 18 juin? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Pribetich, la voix de la France, elle est claire, elle est forte, c'est la paix et c'est la sécurité pour tous. Et cette position, elle repose sur un double refus. Le refus de voir Gaza occupé, la Cisjordanie colonisée, le Hamas continuer à détenir les otages dans les tunnels de Gaza et l'aide humanitaire bloquée à l'entrée de Gaza avec une population affamée. Et c'est pourquoi, même si nous avons dû la reporter pour des raisons logistiques et sécuritaires, nous restons déterminés à tenir cette conférence pour la solution à deux États qui a enclenché une dynamique désormais inarrêtable qui va nous conduire à reconnaître l'État de Palestine. Le deuxième refus, c'est celui d'un Iran nucléaire qui fait, comme vous l'avez dit, peser un danger existentiel sur Israël, la région, mais aussi sur l'Europe. Mais c'est un problème que l'on ne peut régler que par la négociation, comme nous l'avons fait, vous l'avez dit, sous l'autorité du président Hollande il y a 10 ans, en étant plus exigeants que nos partenaires américains et en obtenant des concessions significatives de l'Iran. Un accord qui, c'est vrai, a été fragilisé quelques années plus tard lorsque les États-Unis s'en sont retirés. Mais force est de constater que la négociation reste encore aujourd'hui la seule manière d'aboutir à un retour en arrière du programme nucléaire et balistique iranien. C'est pourquoi nous appelons à la retenue, à la désescalade et à l'arrêt des frappes des deux côtés, que nous appelons au retour à la négociation. C'est ce que j'ai dit à mon collègue iranien, c'est ce que je dis à mon collègue israélien, c'est ce que j'ai dit à mon collègue américain, et je leur ai dit aussi que de la même manière qu'il y a 10 ans, ce sont les Français, les Allemands et les Britanniques qui avaient trouvé la solution, eh bien nous nous tenons prêts à apporter notre compétence, notre expérience et notre constance pour mener ces discussions avec les parties prenantes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Yannick Maudet pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, en février dernier, notre Assemblée votait, grâce aux seules voix de la gauche, une proposition de loi instaurant une taxe de 2% sur le patrimoine des plus riches, plus communément appelée taxe Zuckman. La semaine passée, lors de son examen au Sénat, le camp présidentiel et la droite ont uni leurs voix pour s'y opposer et le texte a été rejeté. Soyons clairs, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de s'assurer que les personnes dont le patrimoine est supérieur à 100 millions d'euros s'acquittent d'un impôt représentant au moins 2% de leur patrimoine. Cela concerne 4 000 contribuables les plus fortunés de notre pays, soit les 0,01% les plus riches. Et cela rapporterait 15 à 20 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Et pourtant, ce gouvernement, le même qui cherche aujourd'hui désespérément 40 milliards d'euros, s'est férocement battu contre cette mesure, préférant une taxe à 0,5%, excluant les biens professionnels, estimée 40 fois moins rentable que la taxe Zuckman. Monsieur le ministre, je vous mets en garde. À défendre ainsi coûte que coûte les ultra-riches de notre pays, c'est notre République que vous fragilisez. Le consentement à l'impôt est un de ses fondements, puisque c'est un des principes qui permet de mieux répartir les richesses. Aujourd'hui, vous préférez récupérer 40 milliards d'euros en supprimant des moyens à la santé, à l'éducation, à la justice, à la police ou dans nos collectivités, plutôt que de mettre à contribution les plus grosses fortunes françaises qui ont pourtant vu ces 10 dernières années leur patrimoine exploser de 200 à 1200 milliards d'euros grâce à votre politique fiscale. Et comment peut-on invoquer le risque d'exil des grandes fortunes alors que toutes les études démontrent exactement l'inverse? Ma question est la suivante. Jusqu'où continuerez-vous à refuser la plus petite goutte de justice sociale dans un océan d'austérité, quitte à fracturer durablement le pays? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yannick Monnet, effectivement, une proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des plus riches, qui ne répondait pas aux objectifs du gouvernement, a été rejetée par le Sénat, parce que l'objectif du gouvernement, c'est l'attractivité du territoire pour attirer des investissements, pour développer notre économie. Le nouvel impôt, alors j'ai un petit écart sur les chiffres, nous considérons qu'il aurait pu concerner 2000 personnes, avec un rendement 5 fois supérieur à l'ISF sur 2000 personnes, alors que l'ISF concernait 350 000 contribuables. Probablement, cet impôt aussi aurait été considéré comme inconstitutionnel. Alors, j'écoute avec intérêt les commentaires, d'ailleurs les tribunes, disant que les études disent qu'un tel impôt n'a pas d'effet sur l'expatriation. Un tel impôt n'a jamais été mis en place dans aucun pays. Donc, je ne sais pas bien de quelles études nous parlons. Ce que nous savons, et nous l'avons vu, notamment quand l'ISF a été mis en place à 2 reprises dans notre pays, c'est que les gros patrimoines sont mobiles et que, malheureusement, la facilité de mobilité s'est encore accrue dans le monde actuel. Deuxième série de difficultés d'un impôt de ce type. À 2%, ça obligeait soit à verser des dividendes importants pour les entreprises qui se développent et qui n'en versent pas, soit à céder des parts, ce qui n'est pas non plus ce que nous souhaitons. Alors, je partage vos préoccupations. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'OCDE, nous travaillons sur un impôt minimum sur le patrimoine, c'est ce qu'on appelle le pilier 2. Nous avons une première étape sur un impôt minimum sur les entreprises qui a été approuvée à l'OCDE et nous continuons à porter dans le cadre de l'OCDE des réflexions de ce type parce que dès lors que c'est partagé dans les pays de l'OCDE, là il y a un avenir possible à de telles taxations. Mais dans l'environnement actuel, il nous semble préférable au contraire de maintenir les impôts au niveau où ils sont, et c'est ce que nous voulons faire, avec la flat tax, avec la fin de l'ISF. C'est ça qu'il faut revenir les investissements dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à Monsieur Julien Rancoul pour le Rassemblement national. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Monsieur le ministre, comme bien des hôpitaux de proximité, le centre hospitalier de Castelnaudary est proche de la rupture. Avec 30% de postes vacants, l'été s'annonce particulièrement tendu. La direction est contrainte d'envisager la fermeture temporaire de 60 lits en médecine, en rééducation et en unité de soins longue durée. Les urgences, elles aussi, seraient impactées avec une régulation des admissions. Il y a quelques jours, les soignants de l'hôpital se sont mobilisés pour tirer la sonnette d'alarme. Je tiens à saluer leur dévouement, car malgré des conditions souvent difficiles, ils font tout leur possible pour apporter des soins de qualité à leurs patients. La principale raison de cette pénurie est connue. Nos gouvernants successifs n'ont pas anticipé et n'ont pas formé suffisamment de médecins ces dernières décennies. Monsieur le ministre, la suppression du numerus apertus que le Rassemblement national demandait depuis des années est une bonne nouvelle pour l'avenir. Mais cela ne règle pas les problèmes à court et moyen terme. Par manque de titulaires, le CH est dépendant de l'intérim, offrant peu de visibilité sur les plannings. La loi Rist plafonne les coûts de cet intérim, mais uniquement sur les structures publiques, créant une hémorragie des soignants vers le privé. L'hôpital ne peut accueillir des internes qu'en gériatrie pour des raisons administratives, alors que les envoyer dans ces petites structures serait à la fois formateur pour eux et utile pour la population. Preuve de l'esprit de résilience de ce petit centre hospitalier, mais aussi du manque criant de moyens alloués par l'État, une association a été créée pour collecter des dons pour financer une IRM. 4 ans après la création du label hôpital de proximité, rien n'a changé, un Français sur 3 renonce à se soigner, les fermetures de lits continuent et la ruralité en paie le prix fort. Monsieur le ministre, allez-vous intervenir pour maintenir les services de l'hôpital de Castelnaudary cet été? Et plus globalement, allez-vous agir concrètement pour lutter contre la désertification médicale dans nos territoires? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Rancoul, permettez-moi tout d'abord de vous remercier parce que je sais que vous êtes rendu sur site de voir cet hôpital de proximité et je crois qu'au dehors de toute constitution politique, c'est le rôle du Parlement et des élus nationaux d'être au chevet des hôpitaux de proximité. Alors concernant la situation que vous décrivez, effectivement, il y a des mouvements de grève. L'Agence régionale de santé de l'Occitanie, à ma demande, fera une visite d'inspection
inspection dans les jours prochains et je n'hésiterai pas à saisir le Centre national de gestion en fonction du rapport qui me sera transmis s'il y a effectivement ou non des difficultés de gouvernance. Concernant l'accès aux soins, vous savez que c'est une priorité du gouvernement. Le Premier ministre a souhaité décliner en avril dernier un plan des déserts médicaux qui naturellement se base sur l'engagement des élus locaux, mais également de pouvoir sécuriser et surtout consolider les hôpitaux de proximité comme celui de Castelnaudary. Un certain nombre de choses positives sur cet établissement ont vu le jour puisqu'il y a eu encore l'inauguration très récente du scanner et je souhaite qu'effectivement nous puissions collectivement participer à avoir davantage de soignants sur cet hôpital. Donc le projet de former plus, de former mieux des soignants pour en avoir partout s'adapte naturellement à l'hôpital de Castelnaudary. Je souhaite pouvoir prochainement justement renforcer les effectifs sur cet hôpital comme c'est partout demandé de partout en France et j'espère que nous allons pouvoir passer tous ensemble la canicule et c'est le sens de l'engagement du ministère puisque nous avons fait la première réunion justement pour organiser territoire par territoire avec l'ensemble des acteurs de la ville, acteurs de l'hôpital, public, privé, SMUR, sécurité civile, SAMU, la période de canicule pour que l'hôpital de Castelnaudary comme l'ensemble des hôpitaux de proximité puissent justement pouvoir passer et avoir un niveau d'offre de soins pendant l'été qui permettent aux soignants de pouvoir prendre leur congé bien mérité, de pouvoir offrir des soins de sécurité à tous les patients pendant la période estivale. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Vogetta pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Clara Chapaz, ministre du Numérique. Il y a un an, la dissolution empêchait le gouvernement de Gabriel Attal d'appliquer les recommandations de la commission Écran de Serban Mouton et Amine Benyamina. Depuis, malgré certaines annonces bienvenues, notre jeunesse reste excessivement exposée aux dérives des réseaux sociaux et à l'usage excessif des écrans. Les adolescentes y trouvent des promotions de la maigreur extrême, des appels à la scarification, des modes d'emploi du suicide et une hypersexualisation constante. Elles sont approchées sur Instagram par des rabatteurs qui leur promettent des fortunes en vendant des images pornographiques sur OnlyFans, mais qui leur prennent 80% de leurs revenus. Ils se qualifient d'agents OnlyFans, mais en réalité sont des proxénètes 2.0. Une étude récente établit logiquement un lien de causalité entre l'usage des réseaux sociaux et la dégradation de la santé mentale des jeunes filles. Les garçons, eux, découvrent sans filtre un monde où la violence est glorifiée, où tout le monde devient riche et musclé sans effort. Ils apprennent aussi l'amour et le respect de l'autre grâce aux vertus éducatives du porno H24. Quant aux plus jeunes, le temps d'écran excessif prépare ce terrain en nuisant à leur développement psychique, linguistique et affectif. Suicides, troubles alimentaires, violences décomplexées, les drames successifs qui frappent notre nation témoignent de ce délabrement sociétal. En réaction, la ministre Elisabeth Borne a annoncé la généralisation de la pause numérique dans nos collèges à la rentrée 2025. Les sites porno, quant à eux, refusent nos règles de vérification d'âge et préfèrent s'autocensurer. Tant pis pour eux. La ministre Catherine Vautrin vient quant à elle d'annoncer l'interdiction de l'usage des écrans pour les moins de 3 ans. C'est bienvenu, même si la commission écran recommandait plutôt 6 ans. Ma question est donc la suivante, Madame la Ministre. Quelle est la ligne directrice de ce gouvernement afin de protéger notre jeunesse et de responsabiliser les parents? Devrions-nous réfléchir collectivement à une interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans? Le président de la République le suggérait mercredi dernier. Avançons, n'attendons pas l'Europe. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Clara Chapaz, ministre en charge de l'intelligence artificielle et du numérique. Monsieur le député, je vous remercie pour cette question. Oui, le gouvernement est prêt et déterminé à agir pour protéger nos enfants. Le numérique, ce sont des outils formidables, mais qui ne doivent pas nous empêcher de regarder bien en face les dérives, surtout quand il s'agit de protéger nos enfants. Oui, le gouvernement salue le travail de la commission écran voulu par le président de la République qui a montré de façon très claire ce que vous avez montré vous-même. Troubles du comportement, anxiété, promotion de l'extrême maigreur, troubles de l'attention, cela doit cesser.
avancé pour protéger nos enfants. Oui, le gouvernement agit sous l'impulsion du Premier ministre et du Président de la République pour protéger nos enfants du numérique. Quand la ministre Elisabeth Borne parle d'interdire les téléphones au collège, quand la ministre Catherine Vautrin parle d'interdire les écrans avant 3 ans et quand, je vous le dis avec force, je veux interdire les réseaux sociaux avant 15 ans dans la suite des travaux qu'avait fait Laurent Marcangeli. Oui, la France porte cette voix au niveau européen et je peux vous le dire, nous ne lâcherons rien. Aujourd'hui, c'est 13 pays européens qui nous rejoignent et même ce matin même, l'Irlande qui pourtant a un certain nombre de relations économiques avec ces grandes entreprises du numérique, qui dit clairement les réseaux sociaux avant 15 ans, c'est non. Alors, monsieur le député, je vous sais très engagé sur cette question, comme un certain nombre de vos collègues, et je veux saluer tout le travail de la représentation nationale, car c'est un combat que nous menons collectivement. Et je suis heureuse de vous confier une mission avec votre collègue Arthur Delaporte, dans la continuité du travail très important, du travail transpartisan que vous avez fait sur la loi influenceur, parce qu'il en va d'un travail partisan pour protéger nos enfants. Et je peux vous le dire, pour ma part, je ne lâcherai rien. Le numérique, encore une fois, c'est formidable, mais pas au détriment de nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent Monsieur Rodrigo Arenas pour le groupe La France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation nationale, soutien fidèle de ces écoles privées où, à l'abri des silences des notables, on brutalise les enfants. Après l'odieux assassinat d'une surveillante de collège en Haute-Marne, Monsieur le Premier ministre, je m'étonne que devant la détresse des équipes éducatives, des familles et la souffrance de nos enfants, vous n'ayez trouvé que des parades aussi grotesques qu'inutiles, comme l'utilisation des portiques ou l'interdiction de vente de couteaux. Vous avez déjà démontré à maintes reprises vos conceptions étroites de l'éducation. Contrairement à ce que vous fantasmez, ce dont nos enfants ont besoin, c'est de soins et d'attention, pas de gifles ou de reconnaissance faciale. Ce dont nos écoles ont besoin, c'est de moyens pour la médecine et la psychiatrie scolaire, pas de portiques ou de fouilles au corps. Ce dont notre République a besoin, c'est d'une réponse à la hauteur de cette crise existentielle profonde qui bouleverse notre jeunesse dans l'esprit et dans la chair. Avec vous au gouvernement, c'est la baisse des investissements concrets dans l'éducation populaire. Vous au gouvernement, c'est la disparition de la médiation de rue. Vous au gouvernement, c'est 500 millions d'euros de moins pour la justice. Vous au gouvernement, c'est la baisse de 40% des subventions aux associations. Vous au gouvernement, c'est la baisse des moyens alloués à la santé mentale. Vous, au gouvernement, c'est l'anéantissement et l'accompagnement social de la lutte contre les discriminations. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi persistez-vous dans une approche fondée sur la peur quand ce sont la justice, la dignité et l'émancipation qui sont les vrais remparts contre la violence? Je vous remercie. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rodrigo Arenas. Alors avant de répondre à votre question, je voudrais adresser de nouveau toutes mes condoléances à la famille et aux proches de la jeune femme assistante d'éducation qui a perdu la vie devant son collège et dont les obsèques se déroulent aujourd'hui même. Et je crois que ça doit nous inciter à beaucoup de retenue quand on évoque ces sujets de violence sur notre jeunesse, sur nos personnels éducatifs. Et oui, ce drame nous le rappelle avec force, la sécurité de nos élèves, de nos personnels est une priorité absolue. Donc oui, monsieur le député, il nous faut agir sur tous les plans. Il nous faut interdire l'introduction, empêcher l'introduction d'armes blanches dans nos établissements. Et c'est ce que nous faisons avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en organisant des fouilles inopinées des sacs aux abords des établissements. Alors vous connaissez les chiffres, plus de 6 000 opérations en moins de 3 mois et près de 200 armes blanches saisies. Et puis, pour protéger nos élèves, le Premier ministre a également évoqué l'interdiction de la vente des couteaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Et nous travaillons avec les collectivités locales, parce que c'est important, monsieur le député, pour sécuriser nos enceintes scolaires. Mais nous agissons également face aux problèmes de santé mentale. Vous avez peut-être entendu, monsieur le député, j'ai annoncé suite aux assises de la santé scolaire que nous allions mettre en place un référent santé mentale par département, que nous allions
créer 2 personnels repères formés au sein de chaque établissement et que je demande à chaque établissement de préparer d'ici la fin de l'année un protocole de repérage et de prise en charge de nos élèves en souffrance psychique. Donc nous agissons, monsieur le député, nous agissons sur tous les plans. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre de la Censure des comptes illustrés, votre réponse est à la petite hauteur de ce que vous portez. Madame la Ministre, vous venez d'avouer devant la représentation nationale que vous et votre gouvernement, finalement, vous ne servez à rien et que vous n'êtes pas une solution pour nos enfants, ni pour l'école, ni pour les enseignants et encore moins pour les parents d'élèves. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Droite républicaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'Iran constitue une menace existentielle pour Israël. Rappelons que le régime iranien et son guide suprême ont fait de la destruction d'Israël un objectif maintes fois répété. Ali Khamenei a ainsi déclaré que l'éternel sujet de l'Iran doit être l'élimination d'Israël. Qu'adviendra-t-il d'Israël si l'Iran détient des capacités nucléaires militaires? De toute évidence, le développement du programme nucléaire iranien constitue une menace pour la sécurité d'Israël, mais aussi pour le monde entier. Personne n'a intérêt à ce que la théocratie islamiste de Téhéran, soutien extrêmement actif de nombreux groupes terroristes, ait la capacité de produire et d'utiliser l'arme atomique. Comme viennent de le rappeler tous les chefs d'État du G7, la communauté internationale et la France doivent œuvrer à la désescalade dans la région, tout en apportant des garanties strictes quant à l'impossibilité pour l'Iran de se doter un jour de l'arme nucléaire. Par ailleurs, l'urgence est de protéger, de rapatrier nos ressortissants sur place, aussi bien en Iran qu'en Israël. Nous appelons également à la prise en compte de la situation des minorités chrétiennes d'Orient, victimes systématiques des guerres et des conflits dans cette région. Depuis des siècles, l'honneur de la France a été de venir en aide à ces minorités persécutées et souvent oubliées. Plus que jamais, c'est notre devoir. Quel horizon pour les Arméniens, dont les bourreaux, au premier rang desquels l'Azerbaïdjan, pourraient profiter de ce conflit et de la faiblesse de l'Iran? Ne laissons pas se reproduire ce qui s'est passé lorsque la Russie, enlisée en Ukraine, a abandonné à son sort l'Arménie, alors même qu'elle était la principale garantie de sa sécurité. Monsieur le Premier ministre, merci d'éclairer la représentation nationale sur vos intentions pour protéger nos ressortissants et faire en sorte que le droit international puisse prévaloir. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Hetzel. Je vous remercie d'attirer l'attention de la représentation nationale et du gouvernement sur le sort des minorités, des communautés avec lesquelles nous avons une histoire commune et vis-à-vis desquelles nous avons une responsabilité particulière. Il en est ainsi des communautés chrétiennes partout dans le Moyen-Orient que nous soutenons traditionnellement, non pas pour des raisons religieuses, mais parce que nous considérons que la paix et la stabilité dans cette région passent par le respect du pluralisme. Et c'est pourquoi, lorsque la guerre s'est déchaînée au Liban, nous avons soutenu le réseau des écoles chrétiennes. Pourquoi nous avons contribué à rénover, à rebâtir le patrimoine chrétien en Irak qui avait été dévasté par Daesh. Et c'est pourquoi chaque fois que nous nous déplaçons, chaque fois que je me déplace, je veille à rencontrer les chefs religieux des communautés chrétiennes, comme récemment en Syrie où nous faisons leur porte-voix pour qu'ils soient pleinement intégrés dans l'avenir de ce pays. Et face à l'escalade de violence, l'escalade militaire dans la région, nous sommes aussi très attentifs au sort de ces communautés et en particulier en Israël et dans les territoires palestiniens où nous veillons sur elles, mais également en Arménie, au nord de l'Iran, puisque vous savez que cette frontière de l'Arménie avec l'Iran sépare en réalité les deux territoires de l'Azerbaïdjan et qu'il y a donc là une ligne de fracture qui est particulièrement sensible. C'est vrai que la Russie a d'une certaine manière enlisé, comme vous l'avez dit, dans sa guerre contre l'Ukraine, quelque peu abandonné l'Arménie. Oui, mais la France est venue à son secours et nous sommes tenus aux côtés de l'Arménie depuis des mois en renforçant nos coopérations jusqu'à des coopérations dans le domaine de la défense, dans le domaine militaire qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire récente de relations entre l'Arménie et des pays européens. Et dans cette période, nous allons continuer à nous tenir aux côtés de l'Arménie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
La parole est à présent Madame Sabrina Sibahi pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Selon le ministre de l'Intérieur, l'état de droit n'est ni sacré ni intangible. C'est ainsi que chaque jour dans notre pays, des millions de travailleurs, de parents et d'enfants vivent sous la menace bureaucratique des OQTF. 140 000 ont été distribués rien que l'an dernier. C'est autant de droits à la retraite coupés ou de licenciements brutaux. À Nanterre, dans ma circonscription, Amine, machiniste de la RATP, ne peut plus travailler parce que le renouvellement de son titre de séjour est bloqué en préfecture. Ces mêmes préfectures qui sont débordées et qui pondent des OQTF cyniques à l'appel, que ce soit pour des femmes déposant plainte contre des violences conjugales ou encore pour des Palestiniens qu'on a voulu renvoyer sous les bombes à Gaza. Tout est bon pour satisfaire les exigences irraisonnables du ministre de l'Intérieur. Son obsession n'a plus de limite, allant jusqu'à inventer à lui seul une nouvelle forme de déchéance de nationalité. Ainsi, à Orly, des enfants français dorment derrière les barreaux du centre de rétention, comme cette petite fille de 11 ans qui y a passé 4 nuits en octobre dernier. À Roissy, Ismaël, 18 ans, français lui aussi, risquait l'expulsion à Mayotte, comme si Mayotte d'ailleurs ne faisait plus partie du territoire national. Ou encore dernièrement, lorsqu'une Française recevait une OQTF à la police aux frontières. Vos alliés, quant à eux, rivalisent de surenchère. Pour Laurent Wauquiez, la solution serait ainsi d'envoyer les étrangers sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. En d'autres termes, il faudrait exiler des gens à l'autre bout du monde pour satisfaire quelques chroniqueurs racistes et enragés. Pendant qu'est alimenté le concours l'épine de la brutalité en classant des catégories de Français qui seraient dorénavant expulsables ou non, des vies sont broyées sans état d'âme. Votre bilan, c'est une politique sans efficacité, sans humanité et surtout, c'est une politique sans honneur. Votre zèle répressif n'est qu'un écran de fumée. Vous organisez le chaos, vous fabriquez la peur et vous piétinez la dignité simplement pour gonfler vos courbes et flatter vos flancs. Vous êtes l'incarnation même du trumpisme à la française. Je n'ai ainsi qu'une seule question à vous poser. Combien de temps allez-vous encore fracasser des vies pour faire le lit de votre survie? La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, permettez-moi de mettre un peu de modération dans tout ça. Vous savez pertinemment quelle est la volonté politique du ministère de l'Intérieur et du gouvernement en ce qui concerne la situation irrégulière des étrangers sur le territoire national. L'idée principale est le retour dans le pays d'origine. C'est la règle et c'est celle qui devra être respectée. Et cette règle sera respectée avec beaucoup de fermeté et beaucoup de détermination. À cette enseigne, d'ailleurs, nous discutons des accords de réadmission, ça fonctionne et les résultats sont plutôt positifs par rapport aux résultats précédents. Nous avançons. Lorsque vous évoquez, Madame, la question des préfectures et de leur situation, je voudrais vous préciser, vous n'avez pas tort, car il est vrai que pour ceux qui sont en situation régulière et qui demandent un titre de renouvellement, il y a du retard, c'est exact. Mais il faut dire la vérité, à savoir que celui qui fait sa demande de renouvellement est protégé et ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Ça, c'est la deuxième chose. Enfin, sur le cas particulier que vous soulevez, Madame, sur le cas particulier que vous soulevez, je voudrais indiquer que les informations que j'ai pu obtenir, la personne s'est présentée, la police de l'air aux frontières, à Roissy d'ailleurs, la police de l'air aux frontières a fait un contrôle et elle n'a pas été en capacité de pouvoir donner les éléments juridiques qui permettent de justifier de sa situation. Le tribunal appréciera puisque je crois qu'une procédure a été engagée. En tous les cas, il faut saluer le travail de la PAF qui fait son travail tous les jours, toutes les heures, pour que ceux qui sont en situation irrégulière retournent dans leur pays. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent Madame Perrine Goulet pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et je souhaite y associer mes collègues qui, dans de nombreux départements, sont concernés par l'augmentation de la prédation du loup. Madame la Ministre, dans la Nièvre, la colère et la détresse des agriculteurs est toujours présente vis-à-vis de l'augmentation d'animaux tués par le loup. Alors que nous sommes vus comme un territoire en front de colonisation, nous constatons une forte augmentation de la prédation depuis 2 ans.
11 attaques en 2023, 48 attaques en 2024. Et depuis le 1er janvier 2025, 80 attaques ont formellement été attribuées aux loups. C'est 127 animaux blessés et 190 tués. Soit au 15 juin 2025, le niveau de prédation d'octobre 2024 en nombre de bêtes tuées. Tout comme l'élevage, la présence du loup est un facteur de biodiversité et il nous faut apprendre à vivre avec. Mais alors que la conservation de cette espèce est désormais assurée, ce vivre avec ne doit pas et ne doit jamais être un laisser mourir pour les agriculteurs. Être indemnisé pour une bête tuée, ce n'est pas viable, ni économiquement, ni moralement. Il y a quelques jours, le niveau de protection du loup a évolué au niveau européen et est passé de strictement protégé à protégé. C'est le fruit d'une longue mobilisation et d'un combat européen, d'abord mené par Marc Fesneau, que vous avez prolongé. Cela permettra plus de flexibilité pour les États en ce qui concerne la gestion des populations, avec par exemple l'arrêté du protocole de tir prévu dans le cadre du plan national d'action 2024-2029. Aussi, j'aimerais savoir comment vous allez vous saisir de l'évolution de cette directive à l'échelle européenne afin de conjuguer au niveau national la préservation de la biodiversité et la protection des éleveurs et à quelle échéance. Enfin, Madame la Ministre, mon territoire illustre ce que beaucoup vivent. Aussi, vous pouvez préciser devant la représentation nationale si un nouveau comptage et donc de nouvelles cibles de prélèvement vont être effectuées pour correspondre aux réalités de nos territoires. Et allez-vous réévaluer le statut des territoires comme la Nièvre pour les faire passer de front de colonisation à zone de présence permanente afin de lui donner les moyens qui collent à la réalité de ce que vit mon territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Sophie Primas, ministre porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Perrine Goulet. D'abord, je voudrais excuser Annie Genevard. Vous le savez, elle est à Varsovie aujourd'hui où elle défend la position de la France sur le Mercosur avec beaucoup de détermination. Vous le savez, la ministre de l'Agriculture s'est toujours saisie du dossier du loup avec beaucoup de détermination aussi pour cet enjeu majeur qui résume en fait le maintien de nos activités d'élevage. Et moi aussi, je voudrais saluer l'engagement fort de votre président de groupe, Marc Fesneau, lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. L'an dernier, vous avez raison, c'est 4000 attaques en France, 11 000 bêtes tuées et c'est un dégât très important pour les éleveurs, non seulement économiquement, mais aussi moralement. Je rappelle que l'État a engagé 52 millions d'euros par an pour lutter contre ce loup et nous redisons notre soutien total aux éleveurs et également notre détermination à accélérer les travaux qui sont engagés depuis 3 ans pour protéger les troupeaux. Pour cela, il fallait aboutir sur le déclassement du loup. Vous l'avez dit, c'est chose faite aujourd'hui. Depuis le 8 mai, le Parlement européen a voté ce déclassement et le Conseil s'est prononcé le 5 juin. Une avancée que vous souteniez également avec votre président Marc Fesneau, qui va permettre une meilleure flexibilité dans la lutte. Je n'ai pas l'information sur toutes les données que vous m'avez demandées et Madame la ministre de l'Agriculture reviendra vers vous pour répondre exactement. Mais je voulais vous dire que nous avons également l'article 47 de la loi d'orientation agricole qui va permettre la délivrance d'autorisation de tir et cet arrêté qui est très attendu, était sous consultation jusqu'au 10 juin dernier. Il y a eu 5000 contributions que nous étudions et cet arrêté sera pris très rapidement. Nous faisons, Madame la députée, le maximum et le plus vite possible pour venir en secours des éleveurs car c'est une question presque de survie de ces éleveurs et des troupeaux et aussi du pastoralisme. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Nous reprenons à 30. Merci.